Mes amis, rebonsoir. J'avais besoin de me, après ces deux sujets, besoin de me ressourcer. Donc aller à la source, aller chercher un peu d'opium musical, culturel. Je parle bien d'opium, la musique, bien évidemment. Et donc, besoin de me ressourcer, la musique, la culture, l'art, ce qu'on appelle nos racines culturelles. C'est l'opium qui nous porte et qui nous permet de surmonter les défis du quotidien, les défis de la vie, de l'aventure, parce que ça nous suit. Chaque fois qu'on a un petit coup de barre, on retourne chercher cette énergie-là. Voilà, qui est la culture, la tradition. Et la culture, la tradition, j'ai toujours dit d'être au cœur de la cité, au cœur de toute politique. Mes frères et sœurs, on va parler de 2025 un peu. On est toujours dans l'actualité. Et on a vu des jeux de mots, des passe-passe
entre les mêmes acteurs politiques. Et on a le sentiment que nos préoccupations, et c'est une vraie pour le coup, c'est une réelle, c'est une préoccupation réelle, que les esprits de 2010, les querelles de 2010 qui ont fait du tort à notre pays, c'est-à-dire cette incapacité des hommes politiques à surmonter leur ego est en train de pointer le bout du nez pour 2025. On a le sentiment que, comme on dit, les démons du passé sont en train de ressurgir. Les mêmes histoires, comme je l'ai toujours dit, les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. L'histoire est une répétition. C'est pourquoi l'histoire doit être un enseignement, une pédagogie, la commémoration des dates, des faits de l'histoire d'un pays permet à ce pays d'être fort et uni. On va écouter les interventions pour que ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit puissent être dans le bain. On va mettre les autres dans le bain. Donc on part très vite. L'histoire commence, enfin l'histoire parce que l'histoire, ça fait 30 ans qu'elle est là. Ça fait 30 ans que ce sont les mêmes acteurs politiques. Ça fait 30 ans que ce sont les mêmes histoires. Ça fait 30 ans que ce sont les mêmes querelles. Ça fait 30 ans que ce sont les mêmes acteurs. Ça fait 30 ans que nous, on subit. Voilà, le peuple subit. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais jusqu'à quand? C'est là la question. On va écouter ensemble. Mes frères et sœurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gouza Naoulou. Je suis Gouza Naoulou. Ivoirienne. De la diaspora. Ici, en France. Je suis ivoirienne de l'extérieur. En France. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la fille de la République. Et la République, partout où je me trouve, je la respecte. Ça, je tiens à le souligner aussi. Alors, on retourne rapidement, on va écouter. D'abord, on va écouter ici. Si vous m'envoyez ça là, comment vous voulez que j'écoute ça plusieurs fois? Non, c'est pas ça. Donc, ok, on va... Ayao, oseyo, ayao. Ayao, ayao. Merci pour ceux qui se connectent, merci pour ceux qui partagent cette vidéo avec nous. Merci pour ceux qui sont... Oh maman, qui pleurent là-bas encore. Hey, les vidéos, les gens qui pleurent là, je suis déjà fatigué, mes amis. Et la tête que j'ai, ma tête me voudrait pleurer. Pardonnez, c'est tellement fort pour moi. J'en peux plus. Je suis tellement fatiguée. Je n'en peux plus. Ça c'est la vidéo de M. Katina. Ça, c'est la vidéo de M. Bakongo. C'est passé là. On va trouver la vidéo de M. Laurent Gbagbo. C'est là où tout a commencé, hein, ce jeu des passe-passe là. Bon, je doute. Ouais, attendez, je vais aller chercher. Je l'ai enregistré, hein. Je l'ai enregistré, mais il y a tellement de vidéos que... Ouais, on est épuisé de garder. Voilà, je l'ai. On va écouter. On écoute d'abord monsieur Laurent Gbagbo, l'ex-président. Laurent Gbagbo. Il faut le remettre dans son rôle, hein, ex-président. Je tiens à le souligner. Voilà. Parce qu'il faut que mes propos ne sortent pas de leur contexte. Voilà. On dit oui, j'ai tué des gens. Alors, on écoute, hein, parce qu'on va écouter au fur et à mesure. Tant que je n'étais pas passé au tribunal, je craignais un peu. Je dis, ah, quand tu es chef d'État, comme tu n'es pas dans la rue, peut-être que mes gendarmes, mes policiers, mes militaires, mes
les eaux et forêts ont tué des gens à mon nom, et puis je ne suis pas au courant. Donc, on va voir. Mais, quand Fatou Bensouda est venue, et qu'elle a exposé mes meurtres, entre guillemets, quand j'ai écouté ça, j'ai appelé mes avocats et puis je leur ai dit, il n'y a rien au pays. Je dis, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien, hein? Ne vous en faites pas. Venez me trouver en prison, on va discuter, je vais vous donner les faits. Ils m'ont trouvé, je leur ai donné les faits, j'ai dit, ils ont dit donc on va gagner le procès. J'ai dit on va gagner le procès. Parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires sans parler des faits. Bon. Alors la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de me garder longtemps pour que ici, on puisse finir 2 mandats. Donc, la justice même ne se réunissait pas toujours. On a commencé, on m'a arrêté en 2011. On a commencé le procès en 2016. D'abord, il fallait perdre le temps, il fallait me garder, tout ça. Je dis, ça c'est pas grave. Mais on va faire le procès, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout et chacun va expliquer ce qui a été fait. Et on est allé jusqu'au bout, mais avant même d'arriver au bout, les juges ont dit bon, ils ont amené 82 témoins, c'est bon. Les juges disent bon, mais ce n'est pas la peine que toi tu amènes tes témoins. Parce que leurs témoins qui étaient chargés de t'accuser, ils t'ont disculpé. Parce que ce qu'ils ont dit là, il n'y a rien dedans pour te condamner. Allez, tu as quitté, ils vont m'appeler. Donc, moi, je n'ai même pas présenté de témoins. Je n'ai pas présenté de témoins. Donc, c'est ça. Ce qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Oui, je l'ai fait, et alors? Je suis président dans mon pays. Des banques étrangères sont ici. Elles refusent de payer les salaires de mes fonctionnaires. Je les nationalise. Et alors? J'ai pris la décision qui s'imposait. Je ne peux pas être chef d'État et puis on va rigoler comme ça. Non, non, non. Non, non, non. S'amuser, c'est bon. Mais s'amuser, ça prend un petit temps. Parce que si tu veux t'amuser trop longtemps, c'est pas bon. C'est pas bon. Attendez. Votre affaire de publicité, là, c'est compliqué. Hein? Bon. Mes amis, ça, c'est l'intervention de l'ex-président Laurent Gbagbo à Beauville. Donc, on va écouter l'intervention du directeur exécutif du RHDP, parce que Laurent Gbagbo, il est président de son parti PPACI. Donc là, c'est l'intervention de l'ex-président, président de son parti politique PPACI. On va écouter l'intervention du directeur exécutif
du RHDP. J'essaie de dissocier le maire de la commune de Koumansi, le gouverneur du district d'Abidjan. Là, je parle du directeur exécutif du RHDP. On va y aller. On va écouter. On va écouter. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, est véritablement la deuxième chance de la Côte d'Ivoire. Après le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Oui, le président Félix Houphouët-Boigny a fondé la nation ivoirienne. Le président Alassane Ouattara l'élève au standard des nations modernes et émergentes. Depuis le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire est redevenue une nation, je l'ai dit, où règne l'esprit républicain et également une terre d'accueil et d'hospitalité qu'elle avait cessé d'être. De même, la maxime selon laquelle, dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde, nous sommes amis de tous et ennemis de personne, est redevenue une réalité sous la haute et éclairée autorité de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. J'espère que nous nous comprenons. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCAO. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. À peine revenues de la haie, est-ce par tactique, par ruse, ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux? Ils sont devenus amnésiques. Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Ils se mêlent même de sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Sanogo va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour lui. De la compassion, la pitié. Vous parlez de façon triviale. C'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été, il veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. Il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique, au fond de lui-même. Il ne peut pas gérer. Et il a montré en 10 ans, 5 ans démocratiquement obtenus, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, Donc, s'il vous plaît, il faut que, chers amis, vous qui êtes ici, vous qui êtes les porteurs de la parole, vous qui êtes les voix du RHDP, il faut que vous commencez à leur parler, à leur rafraîchir la mémoire. Quand on dit que Gbagbo a braqué la BCAO, on n'a pas dit qu'on allait le trouver accroupi avec Justin Katina à côté de lui en train de passer l'argent. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
on n'a pas dit que, nous on n'a pas dit qu'on l'a trouvé. Il était accroupi quelque part dans un coin de la BCAO. Quand lui il prend, il donne à Justin Katina. Lui aussi il donne à quelqu'un. C'est pas ça. Ce qu'on dit en français, c'est la responsabilité de la fonction. Ah oui, c'est la responsabilité de la fonction. Mais quand tu es directeur, ta secrétaire ne fait pas bien son travail. Vous voulez que le ministre aille accuser la secrétaire, c'est quoi ça? Le ministre ne peut pas aller accuser la secrétaire. Ou bien, toi tu es ministre, ton directeur ne fait pas le travail. Tu veux que le président aille parler au directeur? C'est pas comme ça. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui a mis chacun de ceux qui étaient autour de toi, c'est toi qui les as mis là où ils étaient. Donc leur fait incombe. Leur fait te culpabilise. Leur fait te culpabilise. Tu dois répondre de leur fait. C'est pour cette raison que tu as été accusé de braquage de la BCAO. Et cela... Bon, d'accord. Mes amis, on va écouter ensuite. Désolée parce que je suis... attendez. On va écouter Monsieur Kone Katina. Parce que son nom me échappait. On va écouter Kone Katina. Kone Katina, je ne sais pas où il est lui. Bon, je vais répondre après parce que là, je vais pas m'en sortir, sinon je vais pas finir. Oui, il est là. On va écouter Kone Katina. Alors, l'UBIESC, c'est de dire que c'est le l'UBIESC qui a intervenu sur Gbagbo soit libéré. Je lui dis quand même, bon, excuse-moi, hein, mais quand quelqu'un décide de lui-même de quitter la nature humaine pour se donner une autre nature, excusez-moi, moi je ne peux pas, et c'est un autre problème. Comment on répond à l'événement? Moi je ne sais pas. On ne comprend pas le langage des événements. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Non, non, c'est ce que le peuple quelqu'un, dans notre société à l'étranger, quelqu'un dit, moi je suis obligé de devenir homme. On lui accepte. Je suis homme, je veux devenir femme. On dit ça marche. Quelqu'un dit, moi je ne suis plus humain, je veux devenir mouton. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais je vous l'ai dit. En toute honnêteté, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Et comme nous ne pouvons pas répondre, on ne sait pas le langage. Moi, je ne sais pas le langage des moutons, donc on ne peut pas lui répondre. On va. Le président Laurent Gbagbo n'est pas le camarade de guerre. Ok. Mes amis, on vient d'écouter 3 interventions. L'intervention du président du PPACI, l'intervention du directeur exécutif du RHDP et l'intervention de... Bon, je ne sais pas, Kone Katina, je ne connais pas son... Si c'est vice-président ou bien conseil directeur exécutif aussi, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, Kone Katina, membre du PPACI. Vous qui me suivez, j'ai une question à vous poser. Parce que je pense qu'il faut qu'on puisse se parler avec franchise, avec discernement, avec... on puisse employer ou utiliser le bon ton pour se parler. Parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Il y va de l'avenir de nos enfants. Il y va de l'héritage de nos petits-enfants. Parce que pour nous, là, c'est fini. Les hommes politiques de l'histoire de notre pays, là, ils ont bousillé nous, notre vie. Notre vie est terminée. C'est-à-dire, nous, là, ce qu'on devait devenir, là, eux, ils sont là. Ils ne veulent pas partir, ils sont là. Hein. Pour nous, c'est terminé. Mais nous, là, c'est l'avenir de nos petits-enfants, de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, il faut qu'on puisse avoir cette conscience-là. Et puisque moi, je parle en tant que citoyenne ivoirienne, je le dis et j'insiste vraiment là-dessus. J'insiste et je le dis tout le temps. Mais vous qui m'avez écouté, qui avez écouté, ça fait combien de temps Kone Katina est dans la vie politique ivoirienne?
Ça fait combien de temps Laurent Gbagbo est dans la vie politique ivoirienne? Ça fait combien de temps Cissé Bakongo est dans la vie politique ivoirienne? Ça fait combien de temps le président en exercice de ses fonctions, le président Alassane Ouattara est dans la vie politique ivoirienne? Henri Konan Bédié est décédé, paix à son âme. Je pense dans quelques semaines, ce sera les obsèques de feu Henri Konan Bédié, ex-président du Côte d'Ivoire. Depuis notre tendre enfance, depuis notre plus jeune enfance, tous ceux que j'ai cités là, ils sont dans la vie politique de notre pays. Et à chaque événement, les mêmes personnes viennent se donner des coups de poing. Ils viennent se quereller, ils viennent faire de la querelle politique. À chaque moment, les mêmes personnes là viennent se bagarrer. Chacun cherche à ce qu'il se bagarre. Chaque clan cherche à ce que les deux, c'est les deux qui restent aujourd'hui dans le paysage politique. Depuis, parce que les deux grands, il y en avait trois, Bédié n'est plus là, c'était Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, l'ex-président Laurent Gbagbo. Bédié n'étant plus là, il reste deux. Mais hier, c'était le clan Bédié, clan pro-Bédié, clan pro-Ouattara, clan pro-Gbagbo, qui vont se donner des coups. C'est-à-dire dans le paysage politique, nous, depuis plus de 30 ans, on n'assiste que à ça. On assiste avec 30 ans de notre vie. Mais ça ne va pas être aussi 30 ans de la vie de nos enfants. Ça ne doit même plus être même 5 ans ni 10 ans de la vie de nos enfants. Parce que nous, ça a pris 30 ans de notre vie. Si ça doit prendre 5 à 10 ans sur la vie de nos enfants, ça veut dire avec 40 ans de notre existence. Mes frères et sœurs ivoiriens, très sincèrement, ces trois discours-là, je les trouve très bas. Moi, je les trouve bas. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça, en fait. Parce qu'il faut qu'on ait cette conscience collective. La conscience collective qui va amener les Ivoiriens à comprendre que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, là, c'est la paix dans notre pays. Et non la guerre dans notre pays. Je répète et je réitère. La conscience collective, là, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, là, c'est la paix dans notre pays. Et c'est qu'on va transmettre à nos enfants comme héritage. Et qu'est-ce que nos aînés, là, ils vont nous transmettre comme héritage? Est-ce qu'ils vont nous transmettre leur querelle de 30 ans? Ils vont nous transmettre quoi comme héritage? Très sincèrement, moi je trouvais ça là, ça, comme dit, ça vole bas. Ça vole bas parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Et les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. C'est pourquoi je le dis. Bon, je vais mettre ça parce que j'ai tellement de messages à la fois. C'est pour ça que je me tue à le dire. Je dis, l'histoire de notre pays là, certes, il y a eu beaucoup de morts. Mais heureusement, il y a encore des vivants. Et nous, en tant que survivants, témoins de l'histoire de notre pays, nous ne devons plus accepter que ce qu'on a vécu, ni en 1999, ni en 2000, ni en 2001, ni en 2002, ni en 2004, ni en 2007, ni en 2010, ni en 2011, arrive à nouveau à notre pays. Je répète et je réitère mes propos. Je dis, nous sommes témoins de notre histoire. De près comme de loin. Chacun a vécu dans sa chair. Nous ne devons plus souhaiter ce que la Côte d'Ivoire a traversé là. Nous ne devons plus traverser ça. Ça s'appelle la prise de conscience collective. La prise de conscience collective doit amener des intellectuels.
la société civile à se dresser contre les mains pour leur dire, maintenant, vos querelles, ça suffit. Vos querelles, ça suffit. Parce que ces querelles bénéficient qu'aux hommes politiques, pour leur gain politique, pour leur intérêt politique. Et c'est le peuple qui souffre, qui meurt et qui paye le prix. Ça suffit. On doit pouvoir leur dire ça. Ça fait 30 ans. En 99, coup d'État. Je répète tous les jours et je réitère. Feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, il a garanti 40 ans de paix à la Côte d'Ivoire, 40 ans de stabilité à la Côte d'Ivoire, 40 ans d'équilibre social à la Côte d'Ivoire, 40 ans que les Ivoiriens mangeaient à leur faim, 40 ans que l'Ivoirien était le plus heureux au monde, 40 ans que les familles se côtoyaient, qu'on habitait les mêmes cours communes, que Malinké, Baoulé, Akan, Kourou vivaient dans les mêmes cours communes. 40 ans. Oufou a réussi cela. Aujourd'hui, comment vivent les Ivoiriens? Comment vivent les Ivoiriens? Je l'ai dit et je le répète. Je dis les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Les Ivoiriens ils ne sont pas réconciliés. Ils font semblant de se parler, mais ils ne sont pas réconciliés. Quand on le dit, il y a des gens dont peut-être que ça leur plaît de nier, Soit ils sont dans un déni, soit ils font de la mauvaise foi, soit ils nient, ou ils ne savent pas. Les Ivoiriens, là, ils ne sont pas réconciliés. Quand on regarde ce qui se joue depuis quelque temps, on peut prendre du recul pour dire, mais est-ce qu'on a réussi la réconciliation même? Est-ce qu'on a réussi les réconciliations là? Parce que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Parce que les acteurs politiques eux-mêmes, là, c'est eux le mal du pays de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un. C'est eux qui font que les Ivoiriens ne se réconcilient pas. Et c'est eux qui veulent que les Ivoiriens ne se réconcilient pas parce qu'ils gagnent leur pain là-dedans. C'est leur gagne-pain. Donc nous, en tant que société civile, là, on doit leur dire, ça suffit. Mes frères et sœurs ivoiriens, 99, après 40 années de paix, de stabilité, ou quand tu vas à l'hôpital, tu es soigné gratuitement, ou quand tu vas à l'école chez l'excellence ivoirienne, 40 ans après, on a réussi à démolir tout ce que Félix Houphouët-Boigny a construit en 40 ans. Je vous dis, parce qu'il faut que chacun puisse noter et qu'il puisse sortir de sa passion. La passion empoisonne et le discernement libère. Il faut que chacun puisse discerner. C'est-à-dire, pendant 40 ans là, on est heureux ensemble. On se marie, on fait des enfants, on vit dans la même cour, on partage tout ensemble. Mais malgré ça, on a réussi à se détruire, à se détester, jusqu'à aller à la guerre. Vous pensez que c'est cette guerre-là, on ne va pas faire encore devant? Vous croyez à ça? Et vous pensez qu'on est réconciliés? Je le dis tous les jours. Le mal, là, ce sont nos responsables politiques. La classe politique, là, c'est elle qui est le mal de la Côte d'Ivoire. Et qui est le mal de la cohésion sociale. Il faut le dire. 99, coup d'État. Mais qui a fait le coup d'État? Ce sont les militaires. Mais dites-moi, qu'est-ce qui justifie un coup d'État? Les militaires, là, c'est eux qui sont les mieux payés. Ils ont les maisons baillées. Ils sont les mieux chouchoutés dans une république. Les militaires, là, ils sont mieux payés. Mais malgré les 40 années, là, ils ont fait coup d'État. Malgré qu'ils étaient les plus heureux, puisque nous, les pauvres, là,
Et ils ont réussi à faire coup d'État. Les militaires. Du coup d'État militaire est partie la dégringolade du pays jusqu'à la fracture sociale. Oui. L'histoire de notre pays là, l'histoire elle est récente. Quelqu'un ne peut pas la raconter. Parce que nous sommes encore vivants. Guy Robert arrive. Guy Robert, Laurent Gbagbo, des élections où Laurent Gbagbo lui-même dit ce sont des élections calamiteuses. C'est lui-même son expression. C'est pas moi qui sais dire. J'emprunte son expression. Ça veut dire calamiteuse, démocratie calamiteuse. C'est lui-même, c'est pas mon Gouzanaounou. C'est lui-même son expression que j'emprunte. Suite à ces élections calamiteuses, il y a un gouvernement de réconciliation. Ça veut dire quoi, gouvernement de réconciliation? Des acteurs politiques qui se bagarrent, mais qui se partagent le butin, le business. Est-ce que la réconciliation, est-ce qu'elle a eu lieu? Non. Non. Donc, ça veut dire, on a fait tout ce tour-là. On est arrivé là. Malgré le gouvernement de réconciliation, là, ils ne sont pas réconciliés. Les mêmes acteurs, je vous dis, ça fait 30 ans, qui sont sur la scène politique ivoirienne, là, ils ne sont pas réconciliés. Ils se sont partagés le butin, mais sans se réconcilier. 2002 et 99, 2000, là, 2001, 2000, l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir, là. Il y a eu des charniers à Yopougon. Des innocentes personnes ont été tuées à Yopougon. Ça là, je note charnier de Yopougon. Quand on parle des commémorations, de l'histoire du pays, il faut prendre l'histoire dans sa globalité. Charnier de Yopougon. Comme si ça ne suffisait pas. 2002, rébellion éclate. La rébellion éclate avec son lot de morts à l'ouest et dans le Grand Nord, notamment à Bouaké et autres. Combien de personnes ont été tuées? Qui est capable de comptabiliser? Je note des massacres à Bouaké et à l'ouest. Pourtant, ils sont dans le gouvernement de réconciliation. Puis on s'en va. Avec de 99 là, on est en train de partir, on dégringole. On dégringole, on s'en va seulement. Accord de Pretoria 1, Pretoria 2, Marcoussis. On revient à Ouagadougou. On quitte à Ouagadougou, on revient à Abidjan. On s'en va à Lomé, on revient au Ghana. Soro Guillaume, chef rebelle, nommé Premier ministre. Et puis, ministre de la Défense. C'est l'histoire de notre pays qui est là. Mais quelqu'un qu'on nomme Premier ministre, ministre de la Défense, lui-même là, c'est lui qui est le chef rebelle. Mais malgré ça, il y a des massacres à l'ouest, des massacres au nord. Et puis les gens sont assis à Abidjan, ils sont contents. Ils sont contents. Pourquoi? Ils se partagent le butin. Money, ils se partagent le butin. Jusqu'au casse de la BCAO. Jusqu'au casse de la BCAO. Mes frères ivoiriens. Élection 2010, c'était le LAS. Là, c'était la totale. On se retrouve. La Côte d'Ivoire se retrouve dans un chaos institutionnel, chaos politique, chaos social, chaos démocratique. On est à plat. Jamais vu dans l'histoire de notre pays. 40 ans,
Koufou Boigny a garanti la stabilité, la paix sociale, la cohésion sociale. 40 ans, on a mis tout cela à zéro. Tout cela est à zéro. Tout cela, on a mis ça à zéro. Ça veut dire que malgré tout ça là, c'est que les acquis là, on a mis ça à zéro. En 2011, le président Alassane Ouattara accède au pouvoir. Il est investi chef de l'État. Soro Diomaye était encore premier ministre. Malgré ça là, à l'ouest, à Dioukwé, notamment à Naïmdi, massacre du camp de Naïmdi. Mes frères ivoiriens. De 99 à 2011, la période de la tragédie ivoirienne. Que la nation, que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens, dans leur ensemble, est-ce qu'un jour, nous avons commémoré cette tragédie? Est-ce que les Ivoiriens, dans leur ensemble, se sont retrouvés un jour autour de ce thème, la tragédie ivoirienne, pour commémorer tous ces morts? Jamais. Je dis les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Ils font semblant, mais ils ne sont pas réconciliés. Parce que la réconciliation, je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, la réconciliation, là, c'est un processus long. La réconciliation est un processus long. Nous, on a fait du bric à brac, du bric à brac. Et puis on dit non, tout le monde est réconcilié. Mais attention, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Et moi, j'ai très peur. Je suis inquiète. Quand j'entends ces discours qui volent bas, ces discours de passe-passe qui volent bas, je me dis la classe politique, elle-même, elle a échoué aussi. Hein. La classe politique a échoué. Elle ne peut même pas aider la société civile, ni même le peuple. Elle a échoué, la classe politique. Il faut de la formation politique à cette classe politique. Et il faut un projet. Je pense que, et je l'ai dit, ça choquait des gens ici sur les réseaux sociaux. Quand je vous ai dit, mon souhait, c'est que le président Alassane Ouattara ne se représente plus, qu'il ne se représente pas en 2025. Que Laurent Gbagbo ne se représente pas en 2025. Nos deux aînés là, mon souhait là, qui ne se représente pas. Le RHDP là, il y a des compétences au RHDP. Il y a des compétences. Au PDCI là, il y a des compétences au PDCI. Au PPACI, FPI ou la gauche là, il y a certainement des compétences. Il faut que dès maintenant pose le débat. Qui après Alassane Ouattara? Qui? Ici, vous qui m'écoutez, je n'ai pas dit ça sur Facebook ici. Je dis qui après Alassane Ouattara? Les gens sont devenus fous. Pourquoi tu dis qui après Alassane Ouattara? Après Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Je dis, notre pays, la Côte d'Ivoire, nous là, de notre vivant là, on n'a qu'à assister un jour à passation de main. La Côte d'Ivoire sortira définitivement de toutes les crises. Parce que cette classe politique, avec les ténors, dans les classes politiques, ils sont prêts à s'affronter à nouveau et à mettre le feu. Donc, dès maintenant là, qui après Alassane Ouattara? Qui après Laurent Gbagbo? Qui
après Henri Konan Bédié, il me semble que le PDCI aurait trouvé son candidat. Mais quand est-ce qu'on va poser la question? Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara a dit, j'ai une douzaine de personnes compétentes. Mais la question qui doit se poser aujourd'hui, comme débat, qui sont ces 12 personnes dont parlait le président Alassane Ouattara? Et puis, on va évaluer dans ces 12 personnes qui est capable d'incarner un nouveau projet, qui est capable de faire une offre politique. Parce que c'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. Quelle offre politique pour 2025? Quelle offre politique? Parce que les gens font semblant. Ils viennent là, oui, nous, le président a notre candidat naturel. Mais vous pouvez tromper les gens. Mais vous ne pouvez pas tromper les sachants. Parce qu'on sait que vous-même, vous voulez être candidat. Mais ayez le courage de dire, mon père, monsieur le président Alassane Ouattara, nous, on est prêts, après vous, de prendre les rênes. C'est ça, un bon fils. Hein? Un bon fils, c'est celui qui rassure son père que, papa, tu peux compter sur moi. Tu peux t'appuyer sur moi. Moi, je peux garantir la continuité. Moi, je peux préserver tout ton travail. Moi, je peux faire ça. Un père de famille, là, parmi ses enfants, là, il est assis et puis il les regarde tous les jours. Et puis il regarde, c'est le plus courageux, là. C'est à lui qu'il transmet. C'est au plus courageux qu'il transmet. Donc, le président, il est assis et puis il regarde. Il sait que les gens font de la comédie avec lui, en fait. Et c'est ça. Il sait qu'ils ont tous ambition d'être des candidats. Mais ils n'osent pas. Parce que certains n'ont pas le profil. Certains n'ont pas le courage. Certains n'ont pas le projet. Parce que pour vouloir être candidat, c'est qu'au-delà même de ton parti politique, parce que quand tu seras candidat, tu vas t'afficher au sein de ton parti politique, il y aura des fractures déjà. Mais toi, est-ce que tu es capable, avec 20% de ton électorat au sein de ton parti politique, d'aller chercher les 30 autres pourcents? C'est là où on dit, mon fils là, le président va dire, mon fils là, il est capable de rassembler largement. Mon fils, celui-ci, il peut être ce candidat. Il peut être ce bon fils. Mais si vous ne voulez pas que chacun dise, bon, moi j'ai peur de dire, moi je vais être candidat, mais chacun se prépare en sombrerere, prépare ses petits groupes. Mais le président, il sait, il vous regarde. Il sait que c'est le cinéma que vous faites en public. Il sait très bien. Il sait que c'est le cinéma que vous faites avec lui en public. Il sait que vous avez les dents de requin. Il sait que quand vous vous rasez le matin, vous rêvez d'être des candidats. Il sait que quand vous vous levez le matin, vous regardez le miroir pour dire, miroir, oh mon beau miroir, dis-moi que c'est moi qui sera l'héritier. Dis-moi que c'est moi qui serai le candidat en 2025. Miroir, oh beau miroir, dis-moi que je vais réunir 50% des Ivoiriens. Vous dites ça devant le miroir. Si le président sait que vous dites ça devant le miroir, il sait, il sait. Parce que lui-même, il a dit ça aussi devant le miroir. Oui, oui, il sait. Lui-même, il a dit ça devant le miroir. Donc, quand il voit les gens venir dire, c'est notre candidat naturel, il dit, mais dis donc, c'est ceux-là qui sont autour de moi, là. Il dit ça. Il sait. Il le sait. Donc, aujourd'hui, on doit poser ce débat. Qui est-ce que toi, tu es capable d'incarner quelque chose? Ali Massila, elle est morte de rire. Est-ce que toi, tu es capable de fédérer autour de toi? Parce que pour gagner une élection, il faut fédérer au-delà de sa base. La base ne vous fait pas gagner l'élection. La base, c'est celle qui vous garantit et qui vous motive d'y aller. Mais pour gagner, c'est au-delà de votre base. Est-ce que toi, tu es capable de fédérer? Timothée Douaou, tu as raison, mon frère. Donc, le père de famille remet les clés de la maison à son fils courageux. Pas celui qui fait semblant avec lui.
Pas celui qui veut les clés, mais qui ne dit pas qu'il veut les clés, il fait semblant, il fait croire qu'il aime trop le papa. Mon papouche, mon papouche, mon papouche. Il dit, celui-là, je ne peux même pas lui confier la maison. Il ne va rien faire de bon. Ah non? Tu confies à celui qui est capable. Alors, qui est capable parmi vous? C'est la question que Gouza nous vous pose. On va aller au débat. Pas d'essayer d'envoyer Thiam. Pas d'essayer là. Leur candidat, c'est Thiam. Ils vont aller à leur congrès, c'est Thiam, ils vont présenter. Qui est capable devant vous d'aller affronter Thiam? C'est la question qu'on a posée aujourd'hui. On va tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, pour nous amener les mêmes querelles de 2010. Bagbo a fait cette année, pour Bagbo ici, pour Ouattara ici. Les Ivoiriens en ont marre de ça. Et ils n'en veulent plus de cette soupe. Cette soupe-là, nous, on n'en veut plus. Le débat de pro Bagbo ici, pro Ouattara ici, les Ivoiriens ont soupé et ils n'en veulent plus. Le débat, c'est quelle offre politique? Qu'est-ce que vous êtes capable de proposer? Laissez le président finir son mandat tranquillement. Vous-même là, qu'est-ce que vous êtes capable de proposer? C'est ça qu'on va débattre. Mais ne venez pas vous accrocher à l'épaule du monsieur qui est déjà épuisé, qui est fatigué par le stress mondial, qui est fatigué par les voyages, qui est fatigué par tous les dossiers qu'il a traités. Tout le monde est accroché. Oh papouche, oh papouche, oh papouche. Mais fichez-lui la paix. Et il a fait sa part, il est épuisé. Vous pouvez proposer quoi? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'il peut compter sur vous? C'est de ça qu'il est question. Si vous ne pouvez pas être candidat, après Alassane Ouattara, c'est moi, Gouza Naounou. Je serai candidate. Si vous n'avez pas le courage, moi je suis une femme d'audace. Retenez ça. Après Bois, c'est moi. Je serai candidate. Comme vous n'avez pas le courage, moi j'ai le courage de dire, je suis candidate et je vais être candidate. C'est ça qui est la question. J'ai des idées, moi. J'ai des idées à défendre. J'ai un projet. Ah oui. Allons au débat. Ah oui. Allez dire aux hommes que Gouza dit après Alassane Ouattara, c'est elle. Je suis la fille de la République. Je suis une femme libre. Je suis une femme audacieuse. Je suis une femme engagée. Et je suis une femme citoyenne. Alima, Sila, je t'embrasse. Nous, les femmes, on va monter au créneau. Les femmes vont monter au créneau. Les femmes vont se lever. Quand le PPACI amène son candidat, on va débattre. C'est ça qui est la question. Mais les histoires de les balles basses là. Non. Si tu veux jouer au tennis, tu joues au tennis avec élégance. Pas les balles qui tombent, tu les filets là, ça c'est pas tennis, c'est ça. Que le PPACI amène son candidat. Que le MGCU amène son candidat. On va poser le débat. Il y a des femmes capables dans la société ivoirienne. Et on fait partie de ces femmes-là. Ce n'est pas l'argent qui gagne une élection. C'est les idées qui gagnent une élection. On n'a pas l'argent dans les idées. Alima, nous, on va aller convaincre 50 personnes. Hein. Si on a réussi, la Côte d'Ivoire a 31 régions. Si on a réussi à convaincre 50 personnes, ça veut dire que dans chaque région, on a convaincu une personne. Et si on convainc une personne dans une région, c'est une famille qu'on a convaincue. Alima, on va partir. Comme ils ont peur, ils ne peuvent pas. Ou pas push. Nous, on y va. Monsieur le Président, Alassane Ouattara, vos filles sont là et votre fille est là. Après vous, c'est moi. Le débat est lancé. C'est de ça qu'il est question. On y va. On n'a pas peur. On y va. Ce n'est pas l'argent qui gagne l'élection, c'est les idées qui gagnent l'élection. C'est les idées. Et on a les idées. Les femmes ivoiriennes ont des idées. Elles ont la capacité. Si vous ne voulez pas et que vous voulez attendre papouche,
qui va prendre pour dire, oh tiens, mon fils, oh mon choupichou, qu'est-ce qu'il est mignon. Ben écoute, je pensais à toi, j'ai écrit ton nom sur un petit. C'est toi qui seras mon candidat, mais dès que vous mettez le doigt dans l'œil. Posons le débat. C'est de ça qu'il est question. Sinon, les histoires de dire, Gbagbo a fait les idées, Gbagbo dit que, quand il a dit que oui, moi je ne suis pas bête, je ne suis pas mouton. Ça, c'est un débat, ça. Est-ce que ça, c'est un débat? C'est à ça que les Ivoiriens vont assister encore. Pourquoi? Vous n'avez rien à nous proposer? À part ça, là, c'est qu'on a entendu, là. Natacha Ponté, je t'embrasse, ma soeur. Pourquoi? Pourquoi? Non, là, tu dis que non, je ne réponds pas à des moutons. Là, tu dis que non, Gbagbo a fait ceci, là. Ça, là, parle de pro, Gbagbo, pro, non, laissez Alassane Ouattara tranquille. Non, laissez-le tranquille. Et PPACI, là. PPACI, là. Il y a... comment, il y a qui là-bas? Il y a Don Melo. Il y a Hubert là-bas. Si Gbagbo ne peut pas s'asseoir pour dire, les Ivoiriens même sont fatigués de nos querelles. Les Ivoiriens sont fatigués de nos querelles. Donc vous pensez que... Donc quand on dit l'héritage là, vous regardez ça dans vos mains. Oui. Regardez. Les Ivoiriens sont fatigués de vos querelles. Si Gbagbo même ne peut pas s'asseoir pour dire, dans PPACI là, ou bien MGC ou bien FPI, dans la gauche ivoirienne là, PDCI a envoyé les candidats. Qui est capable là-bas d'aller concurrencer? Réfléchissez puis choisissez quelqu'un pour le concurrencer. Gbagbo n'a qu'à aller s'asseoir tranquillement. Voilà. Parce que les querelles qui a gagné les élections, ça là, les Ivoiriens ont soupé. Déjà, il n'y a pas ça. Que tous ces morts là, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire là, c'est que vous ne vous asseyez pas pour avoir une pensée, mais pour dire, mais nous, à cause de notre politique, il y a eu des morts dans ce pays. Hein? Est-ce que les familles là même, ils sont comment? Est-ce que les familles même arrivent à nous supporter même à la télévision? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous savez-vous combien de familles qui aujourd'hui, quand ils sont assis, s'asseyent et puis vous écoutent et sont en colère? Vous savez combien de familles? Ils se disent, mais ils n'ont rien compris. Avec tout ce que nous on a vécu, tout ce qu'on a perdu, ils n'ont rien compris. Ils veulent nous ramener des querelles de 2010 là encore. Ils n'ont pas compris. Et il faut aérer la classe politique ivoirienne. Et puis il faut commencer vraiment à, voilà, à renouveler cette classe politique ivoirienne. Il faut une nouvelle offre politique. Parce que les Ivoiriens ont soupé. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Allez dire à mon papa, à Bois. Bois, après toi c'est moi. Comme il n'y a personne, ils n'ont pas le courage de dire que c'est eux qui sont cachés là. Moi, il dit après toi c'est moi. Moi, il veut 50. Nous, on veut 50 personnes. Si on a 50 voix, on a gagné. On a gagné. Ah oui, oui, on a gagné. Parce que les idées, ce sont des graines qu'on va s'aimer. Quand on sème les graines là, c'est les graines là qui vont donner. Et quand on a les bonnes graines, on aura une belle sémence. Et les idées, c'est ça. Et nous avons des graines, des bonnes graines. Et nous voulons les s'aimer. Je vous embrasse à chacun d'entre vous. Cœur.